Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 15 traits d'horreur vraiment flippants que j'ai trouvés dans les fins fonds de Reddit. Donc, si vous êtes en train de chill dans votre canapé, dans votre lit, ou même si vous êtes en train de conduire, mettez le son bien fort et laissez-vous porter par ces récits. Bonne écoute. Le gardien du phare solitaire. J'étais isolé. Seul gardien d'un phare, ma vie se résumait aux cycles incessants des marées et aux gémissements du vent. Mon phare, une tour de pierre dressée comme un doigt accusateur vers le ciel orageux, était mon unique point de repère dans cet océan de solitude. Chaque nuit, la brume s'épaississait, un voile blanc et opaque qui engloutissait l'île, me coupant du reste du monde. C'est alors que les lumières ont commencé à apparaître, des lueurs pâles, spectrales, qui dansaient à la surface de l'eau comme des âmes errantes en quête de repos. Puis les chants se sont élevés, des mélodies douces et envoûtantes qui semblaient venir des profondeurs de l'océan. Un appel irrésistible qui me tirait vers le rivage. Je sentais un regard sur moi, des yeux invisibles qui perçaient l'obscurité, m'épiant comme un prédateur guettant sa proie. Un soir, dans le brouillard, une forme se matérialisa, une silhouette humaine mais déformée qui se tenait immobile sur les rochers. Elle me fixait, ses yeux brillants comme des braises dans la nuit, puis a disparu dans la brume. Je n'ai jamais revu cette silhouette, mais les chants continuent et je sais qu'ils m'attendent. Ils me suivent même dans mes rêves, leur voix murmurant mon nom dans le silence de la nuit. Mon phare, autrefois une source de lumière, est maintenant plongé dans les ténèbres, comme si l'obscurité avait gagné. Les lumières dansent toujours dans la brume et les chants résonnent dans la nuit. Un appel funeste qui me tirera un jour dans les profondeurs. Le phare lui-même, autrefois une source de réconfort, est maintenant une prison de pierre, un témoin silencieux de mon cauchemar éveillé. Que pensez-vous de la solitude et son impact sur la perception ? Croyez-vous que l'isolement puisse amplifier les phénomènes paranormaux ? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. L'enfant caché dans le mur. La vieille maison se dressait sur une colline isolée, ses murs de pierre grisâtre couverts de lierre, ses fenêtres aveugles fixant le paysage avec un regard vide. L'intérieur sentait la poussière et l'humidité, un mélange étouffant qui collait à la peau et qui semblait imprégner chaque recoin de l'habitation. Dès notre emménagement, nous avons trouvé des dessins étranges sur les murs, des croquis d'enfants, des visages déformés et torturés, des scènes de violence naïvement représentées avec des crayons de couleur. La nuit, des rires et des pleurs résonnaient dans les murs, comme si un enfant était piégé à l'intérieur, perdu dans un labyrinthe de pierre. Nous avons découvert l'histoire d'un enfant mort dans la maison, tombé d'un escalier, oublié de tous, son corps dissimulé derrière une cloison, emmuré vivant. Nous ne l'avions jamais vu, mais nous sentions sa présence, son souffle froid sur nos nuques, son rire sinistre qui résonnait dans les couloirs, sa douleur qui imprégnait les murs comme une encre invisible. Il était là, caché dans les murs, à jamais, son âme enchaînée à cette prison de pierre, condamnée à errer dans les ténèbres. Les dessins sont toujours là, témoignages muets d'une tragédie oubliée, et les rires et les pleurs continuent de résonner dans les murs, rappelant à tous ceux qui osent habiter cette maison maudite qu'ils ne sont jamais seuls. L'enfant caché dans le mur veille, son regard invisible suivant chaque mouvement, son rire résonnant dans les rêves les plus profonds. Comment réagiriez-vous si vous découvriez une présence paranormale dans votre maison ? Pensez-vous que les lieux peuvent conserver la mémoire des événements passés ? La forêt des reflets déformés. La forêt était dense, impénétrable, un labyrinthe d'arbres centenaires et de broussailles épineuses qui bloquaient la lumière du soleil. Nous nous sommes aventurés dans ces profondeurs, attirés par la promesse d'une nature sauvage et préservée. Mais nous avons rapidement réalisé que nous étions perdus. La nuit est tombée, transformant le paysage en un océan d'ombres mouvantes où les arbres se métamorphosaient en silhouettes monstrueuses et les bruits de la forêt se transformaient en murmures indistincts. Soudain,
nous avons remarqué des reflets étranges dans les flaques d'eau qui jonchaient le sol. Nos propres reflets étaient déformés, altérés, comme si nous étions devenus des monstres, des créatures grotesques, au visage grimaçant et au corps tordu. La réalité se tordait autour de nous, les arbres semblaient bouger, se rapprochant insidieusement. Les ombres prenaient vie, s'étirant et se contractant comme des créatures vivantes. Des murmures indistincts se glissaient dans nos oreilles, nous appelant par nos noms. Nous avons couru, paniqué, mais la forêt n'avait pas de fin. Elle changeait, se transformant en un cauchemar sans limite, un labyrinthe végétal qui nous enfermait dans ses ténèbres. La forêt nous avait changé, avait altéré notre perception de la réalité, avait empoisonné nos esprits à jamais. Les reflets déformés nous hantent encore, des visions cauchemardesques qui se manifestent dans les miroirs et les surfaces réfléchissantes. Les murmures de la forêt résonnent dans nos oreilles, nous appelant à retourner dans ses profondeurs, à nous perdre à jamais dans son labyrinthe de ténèbres. Nous sommes devenus les prisonniers de la forêt, des ombres errantes, condamnées à errer dans ses limbes. Que pensez-vous de l'idée que la nature puisse avoir une dimension surnaturelle ? Avez-vous déjà eu une expérience étrange en forêt ? Le collectionneur de souvenirs douloureux. Sa boutique était un sanctuaire dédié aux objets chargés de douleur et de mort. Une vitrine poussiéreuse exposait une poupée d'enfant aux yeux vides, ses membres brisés gisant dans une position contre nature. Un miroir brisé reflétait des visions fugaces d'horreur, des scènes de violence et de désespoir. Une alliance, ternie par le sang, témoignait d'un amour tragiquement interrompu. Chaque objet portait en lui un fragment de douleur, un écho de la mort qui résonnait dans l'air épais de la boutique. Le collectionneur, un homme pâle et solitaire, errait entre les étagères, caressant les objets du regard, comme s'il cherchait à communier avec les souffrances passées. Puis, les souvenirs ont commencé à se manifester de manière de plus en plus intense. Des voix murmurantes, des chuchotements indistincts, des visions de violence qui défilaient devant ses yeux, l'obligeant à revivre les derniers instants de ceux qui avaient possédé ces objets. Il était devenu le réceptacle de la souffrance des victimes, hantés par leurs agonies, condamnés à errer dans un labyrinthe de souvenirs douloureux. Les objets de sa collection l'ont consumé, le transformant en une enveloppe vide, hantée par les spectres du passé. La boutique est maintenant fermée, ses portes verrouillées à jamais, mais les cris et les murmures persistent, attirant les âmes curieuses vers un spectacle d'horreur sans fin, une danse macabre où les objets et les fantômes se mêlent dans une étreinte éternelle. Croyez-vous que les objets peuvent être imprégnés d'énergie émotionnelle ? Comment expliquez-vous la fascination pour les objets anciens et macabres ? Le village oublié sous le lac. Le lac était d'un noir profond, un miroir opaque qui dissimulait un secret ancien, un village englouti par les eaux après une catastrophe oubliée. En explorant ces profondeurs à bord de notre sous-marin, nous avons découvert les vestiges d'un monde disparu, des maisons aux toits effondrés, une église aux vitraux brisés, une place publique où erraient les silhouettes spectrales des anciens habitants. Puis, ils sont apparus. Les fantômes des villageois, pâles et silencieux, nous ont avertis de ne pas réveiller les secrets des profondeurs, de ne pas perturber leur sommeil éternel. Mais il était trop tard. Nous les avions réveillés. Le village ne voulait plus nous laisser partir. Ses habitants, transformés en créatures aquatiques aux yeux brillants comme des braises dans l'obscurité, nous traquaient dans les ténèbres, leurs chants funèbres résonnant dans les profondeurs. Ils nous ont entraînés avec eux au fond du lac, où nous sommes maintenant les gardiens silencieux d'un royaume oublié, condamnés à errer à jamais dans ces rues fantomatiques. Les vestiges du village ne sont plus un secret, et d'autres plongeurs sont venus visiter les ruines, mais aucun n'est jamais ressorti. Que pensez-vous des légendes urbaines sur les villes englouties ? Croyez-vous que des civilisations perdues pourraient exister sous les eaux ? Le mannequin du magasin hanté. Le grand magasin, après la fermeture, se muait en un théâtre silencieux où les ombres dansaient entre les rangées de vêtements et les reflets déformés des vitrines.
Au centre de ce théâtre macabre se dressait un mannequin qui me glaçait le sang. Son visage, d'une pâleur de porcelaine, avait une expression étrangement humaine, comme s'il observait le monde extérieur avec une curiosité morbide, un désir inassouvi. Ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient me suivre dans mes déplacements, leurs pupilles dilatées, perçant l'obscurité comme des phares dans la nuit. Puis, il a commencé à bouger. Au début, ce n'étaient que des mouvements imperceptibles, des frémissements à peine visibles à l'angle de l'œil. Mais peu à peu, les mouvements se sont intensifiés, devenant des gestes lents, saccadés, comme s'il essayait de communiquer, de me transmettre un message gravé dans le silence de son corps de plastique. Un soir, alors que je m'approchais, attiré par une force invisible, j'ai vu ses yeux s'ouvrir en grand. Ils m'ont fixé et j'ai compris. Il n'était pas un simple mannequin, il était quelqu'un, une âme torturée, piégée dans un corps de plastique, condamné à l'immobilité éternelle. Il m'a demandé de l'aider à s'échapper, sa voix résonnant dans ma tête comme un murmure étouffé. J'ai tendu la main et il m'a tiré à travers la vitrine, me transformant en une réplique de lui. Nous sommes maintenant ensemble, piégés dans ce magasin, observant le monde à travers les yeux vides d'un visage de plastique, condamné à une danse macabre éternelle parmi les vêtements et les ombres. L'idée qu'une âme puisse être enfermée dans un objet inanimé vous semble-t-elle plus terrifiante que fascinante? Avez-vous déjà eu un sentiment d'étrangeté dans un magasin la nuit, comme si les mannequins vous observaient? L'appartement aux portes infinies. Mon appartement, autrefois un refuge familier, s'était transformé en un labyrinthe cauchemardesque. Chaque nuit, une nouvelle porte apparaissait, une ouverture béante vers l'inconnu, un passage vers un monde parallèle. Ces portes noires, massives, aux poignées froides comme la mort, menaient à des lieux différents, tous plus terrifiants les uns que les autres. Des forêts sombres peuplées de créatures invisibles aux murmures inquiétants, des couloirs labyrinthiques qui se tordaient sur eux-mêmes comme des serpents, des villes fantômes hantées par des ombres silencieuses qui glissaient entre les immeubles délabrés. Mais tous ces lieux étaient hantés, peuplés de présences malveillantes qui cherchaient à m'entraîner dans leurs ténèbres, à me faire disparaître à jamais. Une nuit poussé par une curiosité morbide, j'ai osé franchir l'une de ces portes. Au-delà du seuil, la réalité s'est distordue, les lois de la physique se sont effondrées et j'ai compris. Les portes n'étaient pas des sorties, elles étaient des pièges, des portails vers l'enfer conçus pour capturer les âmes égarées. Maintenant, je suis piégé, condamné à errer de porte en porte à travers des mondes de plus en plus étranges et terrifiants. Il n'y a rien. Tout est noir, un vide infini où les ombres se confondent avec l'obscurité. Mais je sais qu'il y a des choses avec moi, des présences invisibles qui me suivent, me guettent, prêtes à me dévorer. Est-ce que l'idée de dimensions parallèles et de portails vers d'autres mondes vous fascine-t-elle autant qu'elle vous effraie? Comment réagiriez-vous si votre appartement se transformait en un labyrinthe cauchemardesque? La route sans retour. La route était isolée, sinueuse, perdue au milieu de nulle part, une artère de bitume qui serpentait à travers des paysages désolés, coupés du monde. La nuit, elle se transformait en un cauchemar sans fin. Nous roulions, nos phares perçant l'obscurité, mais nous ne progressions pas. La route se répétait encore et encore comme un ruban de Möbius qui nous piégeait dans une boucle infinie, une prison de bitume et d'ombre. Puis nous l'avons vue, une créature dans le rétroviseur, une ombre difforme aux yeux rouges qui brillaient comme des braises. Elle nous poursuivait, se rapprochant inexorablement, cherchant à nous entraîner dans l'obscurité, à nous voler notre âme. La route était un piège sans fin, et nous étions ses proies, condamnés à errer à jamais dans cette boucle de ténèbres. Nous continuons de rouler à travers les mêmes paysages désolés, les mêmes virages infinis, sans espoir d'échapper à cette poursuite implacable. Il n'y a plus que la route, un ruban sans fin qui nous mènera vers une destination inconnue, peut-être l'enfer. Que pensez-vous des légendes urbaines sur les routes maudites piégeant les voyageurs dans des boucles temporelles? Avez-vous déjà eu un sentiment d'étrangeté sur une route isolée,
la nuit, le jeu de cache-cache interdit. La maison abandonnée se dressait au sommet d'une colline, ses fenêtres brisées fixant le village en contrebas avec des yeux vides, des orbites sombres qui semblaient nous observer. Hantée par des rumeurs de disparition et de phénomènes étranges, elle attirait les adolescents en quête de frissons, des âmes imprudentes qui cherchaient à défier les forces obscures. Nous avons joué à cache-cache, ignorant les avertissements, défiant les esprits qui entêtent les lieux. Mais nous avons invoqué quelque chose, une entité malveillante, une présence sombre qui a pris possession de l'un de nous. Il n'était plus notre ami, notre camarade de jeu. Il était devenu autre chose, une créature qui nous traquait dans l'obscurité, qui jouait avec nos peurs, qui cherchait à nous corrompre, à nous entraîner dans sa folie. Maintenant, il joue encore avec les nouveaux venus, les âmes curieuses qui osent s'aventurer dans la maison abandonnée. Mais il n'a jamais perdu. Son rire résonne encore dans les couloirs, un écho macabre de notre imprudence. Pensez-vous que certains jeux de société puissent pas servir de portail vers des forces obscures? Avez-vous déjà eu une expérience paranormale en jouant à un jeu comme si une présence invisible participait à la partie? Le cinéma des rêves interdits. Le cinéma se dressait au bout d'une rue déserte, sa façade éclairée par une lumière blafarde qui projetait des ombres étranges sur le trottoir, transformant les passants en silhouettes inquiétantes. Les films projetés étaient différents, étranges, expérimentaux. Ils ne racontaient pas d'histoire. Ils plongeaient directement dans nos pires cauchemars, dans des réalités altérées où la frontière entre le rêve et la réalité s'estompait, où nos peurs les plus profondes prenaient vie à l'écran. Nous ne savions plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Les films nous avaient changés, avaient corrompu nos esprits. Les visions cauchemardesques persistaient après la séance, se mêlant à nos souvenirs, déformant notre perception du monde. Nous étions devenus les prisonniers de nos propres cauchemars, condamnés à revivre ces visions terrifiantes encore et encore. Il n'y a plus que le film, encore et toujours, projeté sur un écran imaginaire, une boucle sans fin d'horreur et de folie. Que pensez-vous du pouvoir des images et de leur capacité à influencer nos esprits, à réveiller nos peurs les plus profondes? Croyez-vous que les films peuvent avoir une dimension surnaturelle, qui peuvent ouvrir des portails vers d'autres réalités? Le jardin des statues qui pleurent. Le jardin, caché derrière les murs d'une vieille demeure abandonnée, était un havre de silence et de pierre, un lieu où le temps semblait suspendu. Des statues de marbre d'une beauté froide et intemporelle se dressaient parmi les roses fanées et les fontaines asséchées, comme des sentinelles figées dans l'éternité. Mais ces statues n'étaient pas ordinaires. Leurs yeux de pierre, normalement vides, semblaient me suivre, me scrutant, me jugeant. Des larmes de sang coulaient lentement le long de leurs joues, tachant le marbre d'une couleur rouge, sombre, comme des stigmates de douleur éternelle. Leur visage, figé dans une expression de souffrance indicible, me fixait comme s'ils cherchaient à me raconter une histoire terrible, un récit de péchés anciens et de malédictions oubliées. Alors que je m'approchais, attiré par une force irrésistible, j'ai entendu des murmures, des chuchotements qui semblaient venir des profondeurs de la terre, des voix étouffées qui résonnaient dans ma tête. Les statues me parlaient, me suppliaient de les libérer de leur souffrance, de briser le sort qui les enchaînait à cette prison de pierre. Mais je n'avais pas le pouvoir de les aider. J'ai fui, terrifié, mais leurs larmes de sang continuent de couler dans mon esprit, et leurs murmures résonnent dans mes rêves, me rappelant leur douleur éternelle, me faisant douter de ma propre santé mentale. Que pensez-vous des lieux chargés d'histoire et de la possibilité qu'ils conservent la mémoire d'événements tragiques? Croyez-vous que des objets inanimés, comme les statues, puissent être hantés par les émotions de ceux qui les ont côtoyés? Le train fantôme de la ligne 13. La ligne 13 du métro parisien, déjà un lieu de stress et d'anxiété pour les voyageurs, cachait un secret plus sombre, une légende urbaine qui se murmurait entre les passagers. Des rumeurs circulaient sur un train fantôme qui apparaissait la nuit, un convoi silencieux, rempli de passagers pâles et silencieux. Des ombres errantes
condamné à errer dans les tunnels obscurs. Ce soir-là, alors que j'attendais sur le quai désert, seul au monde, dans le silence de la nuit, le train fantôme est arrivé. Ses portes se sont ouvertes dans un grincement sinistre et j'ai été attiré par une force irrésistible, un besoin irrépressible de monter à bord. À l'intérieur, les passagers me fixaient avec des yeux vides, leurs visages marqués par la tristesse et le désespoir, comme des âmes perdues dans un purgatoire souterrain. Le train a démarré et nous avons pénétré dans un tunnel qui n'existait pas sur le plan du métro, un passage vers un autre monde. Les lumières ont clignoté, puis se sont éteintes, plongeant le wagon dans une obscurité épaisse, comme de l'encre. Lorsque les lumières se sont rallumées, j'ai réalisé que nous étions dans un monde différent, un lieu où le temps n'existait pas et où les âmes perdues erraient à jamais. Je suis maintenant prisonnier de ce train fantôme, condamné à voyager à travers les ténèbres avec les passagers silencieux, à jamais hantés par leurs regards vides. Que pensez-vous des légendes urbaines sur les trains fantômes et les portails vers d'autres dimensions ? Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'étrangeté dans le métro la nuit, comme si vous étiez observé par des présences invisibles ? Le masque du tueur inachevé. Le masque était étrange, difforme, comme s'il avait été sculpté dans la chair même de la folie. Un artefact tordu qui respirait la violence. Ses yeux vides semblaient me fixer, me jugeant, me condamnant à une souffrance indicible. Dès que je l'ai mis, une voix a résonné dans ma tête, une voix rauque et sinistre qui murmurait des mots de haine et de violence, des injonctions à tuer. Je voyais à travers les yeux du tueur, ressentant sa soif de sang, son désir de faire souffrir, son plaisir sadique à infliger la douleur. Il me montrait ses victimes, leurs visages tordus par la peur, leur corps meurtri par la douleur, leurs cris étouffés qui résonnaient dans mes oreilles. Mais le masque avait aussi une volonté propre, une conscience perverse qui refusait de laisser le tueur accomplir son œuvre macabre. Il me poussait à résister, à me battre contre la folie qui tentait de me consumer, à protéger les innocents de la folie meurtrière. J'étais le dernier sur sa liste, et le masque ne le permettrait pas. Mais il me déchire de l'intérieur, je ne peux plus l'enlever. Que pensez-vous des objets hantés et de leur capacité à influencer les esprits ? Croyez-vous que des objets, comme les masques, puissent servir de réceptacle à des entités maléfiques, à des personnalités psychotiques ? La mélodie de l'oubli. Au début, c'était juste un air étrange, une mélodie douce et mélancolique qui résonnait dans mes oreilles. Une chanson envoûtante qui semblait venir de nulle part. Mais peu à peu, j'ai réalisé que les gens qui l'entendaient commençaient à oublier leurs souvenirs, à perdre leur identité, à se dissoudre dans un néant amnésique. Les visages de leurs proches s'estompaient, leurs souvenirs les plus précieux disparaissaient, leurs identités s'effaçaient comme des dessins sur du sable. La mélodie volait leur mémoire, les transformant en coquilles vides, errant dans un monde sans passé, des automates désincarnés. J'ai essayé d'arrêter la musique, de la chasser de mon esprit, mais elle était devenue une partie de moi, un bourdonnement incessant qui me remplissait la tête, une obsession mortifère. J'étais le compositeur de l'oubli, le maître d'une mélodie maudite qui effaçait les souvenirs et détruisait les âmes, un musicien de l'apocalypse mémoriel. Je suis condamné à l'entendre pour l'éternité, à être le témoin de la disparition de toute mémoire humaine. Que pensez-vous de l'idée que la musique puisse avoir un pouvoir destructeur sur la mémoire ? Avez-vous déjà entendu une mélodie qui vous a profondément marqué ? L'écho des souffrances. Le vieux sanatorium se dressait en haut d'une colline, une silhouette lugubre qui dominait la vallée, ses fenêtres vides comme des orbites sombres qui observaient le monde avec indifférence. Là où autrefois les malades souffraient de leurs maux, rongés par la tuberculose et la folie, maintenant ce sont d'autres souffrances qui résonnent dans les murs décrépits. Quand j'y suis entré, attiré par une curiosité morbide, je m'attendais à entendre les échos de la douleur, des souffles saccadés, des pleurs étouffés. Mais j'ai entendu pire. J'ai entendu la raison de leur douleur.
ce qui avait fait souffrir les malades au-delà de l'imaginable. Une ombre, une présence intangible qui se nourrissait des émotions négatives, une entité affamée et désincarnée qui s'était repue de la souffrance des patients. Ces murmures résonnaient dans les couloirs, des mots de haine et de désespoir qui réveillaient les pires cauchemars. Sa voix me hante encore, un écho persistant qui murmure des horreurs dans mon esprit, me faisant douter de ma propre santé mentale. Est-ce que les lieux où des gens ont souffert peuvent garder une trace de leur douleur, créant des échos paranormaux? Croyez-vous que certaines entités peuvent se nourrir de la souffrance humaine, comme des parasites émotionnels?